Que s'est-il vraiment passé dimanche soir à la fin du match entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille? C'était presque une dizaine sur moi. J'aurais très bien pu mourir ce jour-là. Le football français a vécu l'une de ses soirées les plus cauchemardesques. Et d'un coup, les supporters lyonnais sont arrivés. Ils sont accrochés dans les grillages, en train de faire des trucs de macaques, des saluts nazis, montrant la carte d'identité. Quand t'es noir et que tu vas au stade, c'est pas drôle. T'es rebeu et que tu vas au stade, c'est pas drôle. Parce qu'encore une fois, il y a ces militants d'extrême droite qui essaient d'investir les tribunes et qui font du dégât. Salut, je suis Thomas de Street Press et je suis super content de vous présenter COP, notre nouvelle série sur les supporters de foot en Europe. Je vais vous emmener avec moi dans 5 pays européens pour vous raconter des histoires qui mêlent football, tribune et radicalité politique. Avec cette série, je veux montrer comment la politique influence les tribunes. Et à l'inverse, comment les supporters nourrissent la politique, notamment à l'extrême droite. Il y aura 5 épisodes, 1 par semaine, donc abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater parce que ça va être costaud. Je vous emmènerai en Grèce pour vous raconter l'expédition meurtrière de hooligans croates néo-nazis. En Hongrie, dans le club du Premier ministre très autoritaire Viktor Orban. En Italie, avec des ultras anti-foot business. Et en Pologne, au cœur d'une manif de l'extrême droite. Je pensais jamais vivre ce genre de choses dans ma carrière de journaliste, quoi. Mais pour ce premier épisode, on commence chez nous, en France. Je vous emmène à Lyon. Cette ville, c'est évidemment une place forte du foot français. Mais c'est aussi un laboratoire de l'extrême droite. Dans le centre-ville, des groupes nationalistes, identitaires et violents ont leurs propres locaux et leurs militants terrorisent et agressent la population. Certains supporters de l'Olympique lyonnais sont marqués à l'extrême droite. Ces dernières années, ils ont été impliqués dans plusieurs actes de haine. Je parle d'agressions racistes, de bagarres, de cris de singe et de saluts nazis. Je vais vous raconter comment un week-end entre cousins s'est transformé en tabassage raciste après un match de Lyon. Et comment des militants néo-nazis et violents se croisent dans les tribunes lyonnaises. Ça y est, on vient d'arriver devant le Groupama Stadium, c'est le stade de l'Olympique lyonnais. Et là, vous le voyez déjà, l'ambiance est super chaude parce que ce soir, en fait, l'OL reçoit Marseille. C'est un très gros match avec toujours une grosse ambiance. Ce soir-là, au stade, il n'y a pas de supporters marseillais en tribune. Ils ont été interdits de déplacement par les autorités. Et ça car les relations entre les supporters des deux clubs sont très tendues. En avril 2023, au même match Lyon-Marseille, une vidéo prise sur le parvis du Groupama Stadium avait beaucoup tourné sur les réseaux. Je me souviens que je l'avais vu le lendemain du match et que j'avais été choqué de la violence. Choqué par ce qu'on entend. Choqué par ce qu'on voit. Un homme noir tabassé au sol par plusieurs gars. Il évite même de justesse un violent coup de pied et il arrive à se relever. J'ai retrouvé l'homme sur cette vidéo. Je réalise pas trop, hein. Mais le coup là, c'est vrai qu'il aurait été fatal. Hein. La vidéo, je l'ai vue sur Twitter le lendemain du match. Je me vois en train de me faire tabasser quoi, sur Internet, quoi. Ça m'a beaucoup surpris. Il s'appelle Kanjoura et il est originaire de Lorient. Et c'est la première fois qu'il témoigne devant une caméra. Ce week-end-là, avec ses cousins, ils font 8 heures de route depuis la Bretagne pour passer le week-end à Lyon et assister au match. C'est beau, frère. En tout dans le groupe, ils sont 7, tous des supporters marseillais. Et ce sont eux qui ont filmé ces vidéos. On était placés dans les tribunes sud, au-dessus des supporters lyonnais. Pour ce match, ils n'ont pas le droit d'être là, car un arrêté préfectoral a interdit la présence des fans marseillais ailleurs que dans le parcage, la tribune réservée aux supporters adverses. On n'avait rien de visible sur nous qui disait qu'on était supporters marseillais en tout cas. Il y avait beaucoup de supporters marseillais autour de nous, on n'était vraiment pas les seuls. Nous, on est contents, donc nous aussi, on est enjaillés par le moment, donc on commence à snapper, on rigole. Franchement, bonne ambiance. C'est à la fin du match que le mood va radicalement changer. Marseille marque le but de la victoire à la dernière minute et le groupe des Lorientais explose de joie.
Visiblement un peu trop au goût de certains supporters lyonnais. Et je vois entre 15 et 20 personnes cagoulées, habillées tout en noir, débarquer. Donc le gars, il arrive, il me pose une question, il me dit tu supportes Marseille, toi? Moi, je réagis, je dis ouais, tu vas faire quoi? Donc il commence à poser son poing sur mon visage, il me fait reculer un petit peu, et là, ça part c'est le bordel. Ils nous ont vite pris à partie, j'essayais de me défendre, je mettais des coups par-ci par-là, mais quand je mettais un coup, j'en recevais 2 derrière. À ce moment-là, en fait, j'étais clairement plus moi-même. L'injustice, en fait, c'est un sentiment avec lequel je peux pas. Fallait que je me fasse justice moi-même, en fait. La sécurité intervient en tribune pour séparer les deux groupes. Mais Kandjoura s'échappe et retrouve ses agresseurs sur le parvis du stade. Une deuxième bagarre éclate, et c'est à ce moment-là que la vidéo a été enregistrée. Je reçois le coup fatal, si je puis dire, un peu entre la nuque et le haut de mon dos, en fait. Et là, je finis sonné. Je vois Kandjoura par terre, pas inconscient, mais tu lui parles et il te répond pas. C'est là que j'ai eu peur. Kandjoura est pris en charge par les secours et emmené à l'intérieur du stade, à l'infirmerie. Les autres membres du groupe sont aussi avec lui. Ils pensent qu'ils sont enfin en sécurité. Soudain, il y a tous les supporters qui ont réussi à rentrer d'un coup. Et du coup, c'est là que la troisième bagarre commence. Pour moi, ça allait jamais s'arrêter. Je sais même pas comment on allait sortir du stade. Et là, ce qui va se passer, c'est lunaire. Pour pouvoir sortir du stade et éviter les supporters qui les attendent à l'extérieur, les gars vont se faire aider par une entreprise de nettoyage qui travaille au Groupama Stadium. Ils nous ont donné une polaire, une casquette, on était entre guillemets déguisés, quoi. Au début, on se dit, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe. Franchement, on a pris des vidéos, on se dit, wesh, c'est une dinguerie. Ah oui, frère, les gars de la sécu, ils nous demandaient, frère. Donc on est plusieurs à l'arrière du camion, quoi. Et on se fait escorter du stade comme ça, en sortant incognito, exfiltré, agent secret, comme dans les films. Kandjoura est amené en ambulance à l'hôpital. Par chance, il n'a que des hématomes. J'aurais pu y rester ce jour-là, en fait. S'ils étaient armés, s'ils avaient des couteaux sur eux ou quoi, ou quelconque arme, et que je prends un coup fatal, ouais, j'aurais clairement pu y rester. J'avais jamais été victime de racisme concrètement dans ma vie, en fait. C'est triste un peu qu'un match de foot en soit arrivé là. Bon là, je suis dans le vieux Lyon, je suis dans le 5e arrondissement. C'est vraiment la carte postale de Lyon, les petites rues piétonnes, les pavés, voilà. C'est très touristique comme endroit. Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi le bastion de l'extrême droite lyonnaise ici. Et là, la porte bleue que vous voyez juste derrière moi, c'est la Traboule. C'est un bar associatif qui a été fondé et qui est géré par les identitaires. Juste à côté, il y a aussi la Gaugé, c'est une salle de sport, pareil, qui est gérée par les identitaires. Donc voilà, ils ont leur bar, ils ont leur salle de sport. Ici, c'est vraiment chez eux, quoi. Il y a des escaliers qui n'en finissent plus et c'est vrai que là, ici, c'est hyper coupe-gorge. Donc j'imagine, tu viens ici à 23h minuit un vendredi soir, il y a 2-3 crânes rasés, autre ambiance. Arthur Veyrabo connaît bien Lyon car il y a vécu pendant des années. C'est un journaliste indépendant qui enquête sur l'extrême droite, notamment pour Street Press. Et si vous ne voyez pas son visage, c'est parce que les journalistes qui bossent sur ces milieux-là sont régulièrement menacés de mort. Aujourd'hui à Lyon, on va dire qu'il y a 3 groupes principaux. Il y a les remparts d'un côté, le groupe identitaire qui possède la Traboule et la Gaugé aujourd'hui, donc qui va défendre l'idée d'une civilisation européenne blanche. C'est le groupuscule qui a succédé à Génération Identitaire. Le groupe d'extrême droite Génération Identitaire a été dissous ce mercredi en Conseil des ministres. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin affirme que ce groupe incite à la discrimination, à la haine et à la violence. En mai 2024, le ministère de l'Intérieur a aussi lancé une procédure de dissolution contre le groupe Les Remparts. Le deuxième groupe principal, c'est Lyon Populaire, donc qui s'inscrit dans la dynamique néofasciste. Lyon Populaire est né à la suite de la dissolution du Bastion Social en 2019, qui était lui-même l'organisation qui succédait en fait au groupe Union Défense. Et le dernier gros groupe, c'est l'Action Française. C'est un mouvement royaliste. Eux, de leur côté, en fait, ils défendent le retour d'un roi en fait en France. Pas tous les militants de ces groupuscules, mais une grande majorité d'entre eux, en fait, se retrouvent pour mener des actions violentes. Par exemple, l'attaque d'une librairie anarchiste dans les pentes de la Croix-Rousse, qui s'appelle La Plume Noire.
l'agression de fêtards identifiés comme étant des jeunes arabes qui ont été attaqués au couteau par des militants identitaires. C'est le soir de la demi-finale France-Maroc, près de 150 militants en fait, d'extrême droite qui se retrouvent pour aller mener des expéditions punitives. Ou alors par exemple l'irruption dans des conférences menées par des organisations de gauche. Encore récemment, il y a eu l'attaque d'une conférence sur le thème de la Palestine. Il y a aussi des attaques de cortèges en manifestation, comme lors du mouvement des Gilets jaunes en 2018 et 2019. Ces gens-là, ils sont quand même une minorité, et la seule chose qui fait qu'ils tiennent jusqu'ici, c'est par la terreur. Lui, c'est Raphaël Arnaud, c'est le porte-parole de la Jeune Garde, une organisation antifasciste qui documente les violences de l'extrême droite dans la ville et qui va même jusqu'à l'affrontement physique. En février 2019, en pleine manif Gilets jaunes, ils se battent contre un groupe de militants radicaux. Ils chargent l'arrière de la manifestation, comme des dingues, avec des armes, des boules de pétanque, des barres, et on décide de les affronter. Et les 80 FAF qui débarquent, dedans, on retrouve de tout. Il y a des militants du bastion social, et avec cette petite touche lyonnaise, où du coup, il y a certains hooligans lyonnais qui se sont greffés à ça. Mais peut-être bien que si il y avait eu moins cette présence politique dans les tribunes de Lyon, politique d'extrême droite, j'entends, voire néo-nazis, peut-être bien qu'on n'en serait pas là dans la situation actuelle à Lyon. Peut-être bien que les locaux n'auraient pas pu perdurer comme ils perdurent aujourd'hui. Peut-être bien que les violences auraient été moins accrues. Et ça, c'est sûr que c'est des choses qui se posent réellement. Quand j'entends ça, je me pose des questions. À quel point les groupes de supporters de l'Olympique Lyonnais sont politisés et quels sont les liens avec les groupuscules présents dans la ville ? Christophe Cécile Garnier est mon collègue chez Street Press. C'est un spécialiste de l'extrême droite radicale et il a écrit un livre sur le supporterisme. Dans le stade, en général, il y a plusieurs types de supporters. Les deux d'un principal, c'est l'ultra, qui est là en fait pour soutenir son équipe et faire des animations. Et il y a le hooligan. Le hooligan, son but, c'est d'abord la violence. La plupart du temps, beaucoup de groupes hooligans en France vont être politisés, alors que du côté des groupes ultra, en général, on se réclame apolitique. Bon, pour mieux comprendre, faisons une cartographie des tribunes lyonnaises. Dans le virage nord, il y a les Bad Gones. C'est un des premiers groupes ultra français à s'être créé, et c'est un groupe qui comporte des milliers de membres. Quand il se fonde au départ dans les années 80, on se rend compte qu'il a des accointances avec l'extrême droite la plus radicale. L'une de ses premières écharpes, par exemple, c'est une croix celtique, avec une devise qui est « Notre honneur s'appelle fidélité », qui est une référence en fait directe à la devise de la SS. Au fil du temps, on est arrivé en fait un peu au lissage un peu de la position des Bad Gones. Aujourd'hui, on est plus sur une ligne qui est, on va dire, pour qu'on accueille tout le monde, en fait, la politique n'a pas sa place dans la tribune, même si en fait, il y a encore aujourd'hui des vestiges de ces connexions en fait avec l'extrême droite. Les Bad Gones ont des liens privilégiés avec un groupe d'ultra madrilènes qui s'appelle les Ultra Sourds, qui est en fait un groupe d'ultra qui est néo-nazi, qui a été interdit notamment du stade de Madrid pour ses nombreux dérapages. En face, dans le virage sud, il y a Lyon 1950. Officiellement, c'est un groupe qui est pas politique, mais contrairement aux Bad Gones, il y a beaucoup plus une porosité politique. C'est là en fait où on va retrouver des militants radicaux identitaires, des militants radicaux néofascistes qui vont venir se retrouver au stade. L'un de ces militants radicaux dont parle Arthur, c'est Calixte. Lui est l'un des cadres de Lyon Populaire, donc le mouvement néofasciste. Il publie de nombreuses photos où il est au Groupama Stadium sur notamment les barrières qui longent le stade, ce qui fait de lui en fait un membre actif du groupe. On a un autre militant qui, lui, s'appelle Pierre-Louis Perrier. C'est un jeune militant des remparts de Lyon qui s'est fait connaître en fait en février pour avoir agressé au couteau plusieurs personnes. Plusieurs coups de couteau ciblés à la poitrine et au visage. 2 des victimes souffrent de blessures légères. La 3e reste 5 heures au bloc opératoire. Il a été condamné depuis. Aujourd'hui, il est en détention. Mais ce jeune militant identitaire, en fait, est un habitué du Groupama Stadium et un habitué en fait de Lyon 1950. Et je vous donne un dernier exemple, celui de Renaud Mannheim. On le voit ici en photo avec Marion Maréchal Le Pen, candidate aux élections européennes en 2024. Lui, c'est vraiment une figure de l'extrême droite lyonnaise. C'est le leader du groupe néo-nazi Blood and Honor, qui a été dissous par le gouvernement.
et qui continue aujourd'hui encore d'aller au stade et d'aller à chaque fois dans vraiment la section des Lions 1950. Toujours dans le virage sud, il y a un petit groupe qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois, la Mezza. La Mezza, donc, c'est vraiment un groupe de hooligans, tendance néo-nazie, qui s'est créé en 2006, qui comporte à son plus fort une 40aine de membres. Sur ces drapeaux, la Mezza utilise des symboles qui ne laissent aucun doute sur leurs opinions politiques. Le premier, c'est une Totenkopf, une tête de mort utilisée par une division de l'Allemagne nazie. C'est un drapeau par ailleurs qu'ils ont pu être allés mettre sur la tombe de Mussolini, l'ancien dirigeant fasciste italien durant la Seconde Guerre mondiale. Sur un autre drapeau, il y a une carte de France avec un guignol, le symbole de Lyon. Mais il y a aussi un blason avec 3 fleurs de lys qui font référence à une autre division SS, la division Charlemagne. Des Français qui se sont battus pour Hitler. Officiellement à Lyon, dans le stade de Lyon, la Mezza n'existe pas. C'est un groupe de supporters, une mouvance qui n'est pas reconnue par le club officiellement. Mais en fait, on les voit beaucoup dans les parkages visiteurs. Et dans les parkages visiteurs, ils n'ont pas une petite place. On les voit vraiment tout devant le parkage, à afficher leur drapeau. Ils sont complètement intégrés dans tout l'écosystème des supporters présents ultra. Mais la Mezza s'est surtout fait remarquer lors d'une soirée qui a choqué le football français. Ces incidents, Et la rencontre est annulée. En tribune, la haine continue. Les supporters lyonnais s'adonnent aux pires provocations racistes. Jamais nous ne céderons face à ceux qui cassent, détruisent ou salissent le sport. Ça c'était l'avant-match, je savais, tranquille, hein, comme d'hab. Hein. Le parvis là-bas, tout le temps du monde. Lui c'est Toufik, il ne rate pas un match au Vélodrome. Toujours dans le virage nord, toujours à côté de la tribune visiteur. Et d'un coup les supporters lyonnais sont arrivés. Ils sont accrochés dans les grillages en train de faire des trucs de macaques, des saluts nazis, montrant la carte d'identité, la France aux Français, direct ils sont entrés dans le mood agressif. Et dans le parkage lyonnais, le drapeau de la Mezza est brandi fièrement. Ça m'a pas surpris du tout la vérité. Ouais. Tout le temps ils viennent, ils font des saluts nazis. Pendant ce tournage au pied du stade Vélodrome, j'ai aussi rencontré 2 supporters marseillais. Ils ont participé au caillassage des bus des supporters lyonnais. T'as vu où il y a le feu rouge et tout, là c'est un croisement bizarre. Ouais, c'est là-bas. Ils s'appellent Ben et Hugo. C'est des pseudos, c'est pas leur vrai prénom. Ils ont bien voulu me raconter la scène à condition de ne pas montrer leur visage. C'est la première fois que des supporters marseillais impliqués dans ces incidents parlent devant une caméra. On voit les cars des joueurs passer, on les charrie, on les insulte. Et il y a des cars qui continuent à passer, sauf que ces cars-là, ils sont pas comme les joueurs. C'était bizarre un peu, je voyais, il y avait des tensions, ça s'approchait du car et tout, tu vois, c'est quoi? Il n'y en a pas un dans le car qui fait pas un doigt d'honneur, qui fait pas un signe nazi. Il n'y en a pas un qui a pas une tête de crâne rasé avec des tatouages, avec des signes. Ça veut dire qu'il se cache pas. Ils nous ont insultés comme on les a insultés. Bande de sales arabes, sales macaques, sales fils de pute. Ah, va niquer, t'es mort. Frérot, c'est plus rapide que le stade. Ça va d'un côté, ça va de l'autre. On est vif à Marseille. J'attrape ce que je peux et je jette aussi. J'ai rien fait de mal, tu as vu, ça a cassé sur le car. J'ai tué personne. Et c'est pas rentré à l'intérieur. J'ai vu mon projectile, il a rien fait. Il y en a plein qui ont été comme moi. Il y en a une, elle a lancé une fusée. Je crois qu'elle a pété la vitre et elle est rentrée à l'intérieur, si je dis pas de conneries. Oh la vache, ils ont pulvérisé le bus. D'après la version d'Hugo, il n'a pas attaqué le bus des joueurs lyonnais, uniquement celui des supporters. Et après, ça a pété plus loin, mais ça là-bas, je suis pas témoin, frérot. Ça, je peux te raconter que ici, ce qui s'est passé, ça a été bref et rapide. C'est entre trucs de supporters qui vaut rien, ça vaut rien. Sur les photos des bus de Lyon 1950 publiées après l'attaque, on voit que les vitres sont explosées. Plusieurs supporters ont été blessés à l'intérieur. Le lendemain, le groupe Ultra publie un communiqué pour condamner les gestes racistes dans le parkage. Quant à la Mezza, le groupe entre dans le viseur des services de renseignement. Il songe à le dissoudre, selon une note interne que s'est procurée Street Press. En janvier 2024, 2 membres du groupe sont condamnés à 6 et 4 mois de prison ferme pour les saluts nazis et le drapeau. Et ça, le fait qu'il y ait un procès, il faut que vous compreniez que c'est une rareté. Cet article du journal L'Équipe le raconte très bien. Aujourd'hui, la plupart des procédures judiciaires pour des actes racistes dans les stades n'avancent pas. À ce stade, il me manquait une chose. Je voulais parler à un supporter pour qu'il me raconte les tribunes de l'intérieur. Je sais que les groupes ultra ne parlent pas aux journalistes, mais j'ai quand même tenté ma chance. J'ai contacté les Bad Gone, qui ont refusé, et Lyon 1950, qui ne m'a pas répondu.
Mais j'ai fini par rencontrer Julien. Il témoigne à visage caché pour sa sécurité car il est militant dans des assauts de gauche à Lyon. Il a été abonné pendant 13 ans au Virage Nord, dans la même tribune que les Bad Gones. J'ai toujours voulu faire partie de cette tribune parce que c'est là où il y avait l'ambiance et on sentait que c'est là où ça vivait, quoi. Mais jamais être adhérent Bad Gones parce que j'ai un gros lien avec l'extrême droite et donc du coup, moi c'était hors de question de faire partie de ce groupe-là en tant que tel, quoi. Même si, paradoxalement, on était dans la même tribune. Il m'a raconté des scènes racistes à Gerland, l'ancien stade de l'OL. À domicile, on sentait que c'était tenu, qu'il y avait un truc, ça se savait, c'était diffus, il y avait un racisme diffus, les gens étaient lookés d'une certaine manière, habillés en Lonsdale, crâne rasé, enfin on voyait bien quand même, voilà, l'idéologie des gens, en tout cas en bas du virage. Mais par contre, il était spécifié, en tout cas, on sentait qu'il y avait un truc qui disait pas de politique au stade. Il y avait des petits groupes comme ça qui venaient, qui n'avaient pas vu de venir dans le virage, on sentait vite que l'attention était tournée vers eux, donc surtout des personnes maghrébines. Des membres du DBG venaient vers eux, venaient avec des sandwichs au saucisson en disant « Ah, c'est bon le porc, machin, tout ça », pour commencer un peu à chauffer. Et puis il y avait toujours, un moment dans le match, il y avait des sortes de petits pogos qui se mettaient en place sur un chant, je crois sur l'air du Connemara, voilà, où à la fin, sur le refrain, tout le monde voilà, sautait, machin, se poussait, donc j'étais plutôt bon enfant. Sauf que là, quand ils ciblaient ces personnes-là, ils les entouraient, et puis ils les fracassaient au moment du pogo. Et à l'extérieur, c'était pire, parce que là, c'était vraiment le lâcher prise total, il y avait beaucoup d'alcool. Dès qu'en bus, on croisait des voitures avec des personnes noires ou arabes, c'est des cris de singes, des saluts nazis à gogo, parce qu'à domicile, il n'y en avait pas beaucoup, même voire pas, en tout cas. C'est quand Julien commence à militer dans l'antifascisme à Lyon qu'il se rend compte des liens entre les groupuscules de la ville et le stade. En manifestation, je me suis retrouvé face à des gugus d'extrême droite. Quand tu te retrouves face à face avec une personne en manif et que la semaine d'après, sur un déplacement à Bordeaux, justement, je me retrouve à côté de lui au virage, dans le parcage lyonnais, et je le retrouve encore au match d'après à Gerland. Je me dis, si à un moment donné, lui, il me remet, je suis fini, quoi. Enfin, ils vont venir à 20 sur moi, je vais me faire tabasser, je vais ramasser, c'est fini pour moi, quoi. Julien a arrêté son abonnement en 2010. Et pour lui, le club a une grande responsabilité dans la situation actuelle. La direction, elle sait ce qui se passe, il y a des caméras de partout. À un moment donné, s'il y a des agressions, s'il y a des saluts nazis, s'il y a des choses qui se passent, ils le savent forcément, quoi. Moi, j'ai plus l'impression, c'est que, ils veulent garder l'équilibre et que ils voient ce qui se passe, mais ils agissent pas concrètement, quoi. Sur les incidents racistes et la présence des militants d'extrême droite dans les tribunes, j'ai voulu confronter l'OL. J'ai pu poser mes questions à Xavier Pierrot. Il est directeur général adjoint de l'OL Group et surtout, il est chargé de la gestion du Groupama Stadium. Je vais commencer par les hooligans néo-nazis de la Mezza Lyon. C'est un groupe qui existe depuis 2006. Comment vous expliquez qu'il soit toujours présent dans les tribunes lyonnaises? C'est pas un groupe officiel de l'OL, c'est même pas une association de 1901. Donc que des membres de ce groupuscule soient dans le stade à Gerland ou au Groupama Stadium ou à l'extérieur, sans doute, et vous avez entièrement raison, même je vais aller plus loin, mais comment je le sais? Je peux pas. Donc cette question me chauffe toujours un petit peu parce qu'on a l'impression qu'on ne fait rien, alors que je vous retourne la question. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour le savoir? Comment on fait pour le savoir? Mais récemment, il y a eu un procès à Marseille. Il y a des noms qui ont été rendus publics. Il y a des identités qui circulent. Ah mais donc, moi, en tant que privé, j'aurais le droit d'interdire sur la base de rumeurs ou de choses qui circulent sur les réseaux un individu sans que la justice me le demande? Et au stade, est-ce que vous donnez à la sécurité, à vos stadiers, des consignes particulières sur la présence de la Mezza? Pas la Mezza, tous les groupes non officiellement reconnus par le club. L'étendard Mezza, on le faisait enlever, non pas pour des raisons de racisme, on le faisait juste enlever parce qu'il n'était pas d'un groupe officiel de l'Olympique Lyonnais, donc ça allait contre le règlement intérieur. Il y a un dernier point que je voulais évoquer. Comme vous le savez, un jeune homme qui s'appelle Kanjoura a été tabassé et victime d'insultes racistes à la sortie d'un match Lyon-Marseille. C'était en avril 2023. Est-ce que vous avez mené une enquête en interne? Bien sûr, puisque j'ai revu personnellement l'intégralité des images. Et vous avez identifié les supporters lyonnais? Tout à fait. Pas pour les propos racistes, pour la bagarre. Sur ces individus-là, il y avait une partie qui appartenait à Lyon 1950 et une partie qui n'appartenait pas à Lyon 1950. On a donné les images aux forces de l'ordre puisque c'est eux qui sont en charge de faire les enquêtes, c'est pas l'Olympique Lyonnais. Est-ce que vous comptez prendre des sanctions? Sinon, il faut que je sanctionne tout le monde, les Lorientais, Marseillais et les Lyonnais. Et donc, en l'occurrence, c'est pas si clair. On attend de voir ce que la justice, l'enquête de police d'abord, puis la justice après, prendra comme condamnation sur cette affaire, qui, à ma connaissance, depuis avril 2023, donc ça va faire un peu plus d'un an, sauf si on a loupé quelque chose, n'a pas avancé.
Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de COP. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve chaque semaine pour un nouvel épisode, alors abonnez-vous pour ne pas les louper.